Cheikh Mbengue, bonsoir. Vous êtes spécialiste, expert en système de santé. Je précise que vous m'avez fait la correction tout à l'heure lorsque j'ai dit expert des systèmes de santé. Peut-être que la nuance est importante. Alors, la couverture maladie universelle et je veux dire la politique de santé, en définitive, du chef de l'État, qui figurait également dans son programme Yoonu Yokkute et qui, n'est-ce pas, voit aujourd'hui un début de mise en œuvre. Alors, vous êtes spécialiste des questions de santé ou en questions de santé, en système de santé. Pouvez-vous revenir un peu sur cette politique de santé du chef de l'État, CMU? Oui, merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation qui nous permet de parler d'un programme important pour le pays. Je voudrais également dire bonjour à vos confrères, à tous ceux qui sont sur ce plateau et au public. Évidemment aux téléspectateurs, qui sont une partie du public également. On vient de parler du plan Sénégal émergent. Je crois qu'on peut, dans le cadre d'une transition, rappeler quand même que les politiques de protection sociale, de manière générale, occupent une place importante dans tous les dispositifs liés à l'émergence. Simplement parce que les hommes ne sont pas simplement des hommes qui achètent, qui vendent, qui produisent et qui consomment, mais ils sont aussi des hommes qui vont à l'école, qui envoient leurs enfants à l'école, des hommes qui tombent malades, qui sont pauvres, qui ont besoin d'être aidés, qui sont des personnes handicapées. Et donc, l'émergence, c'est aussi prendre en charge une importante dimension liée à la protection sociale. Et la politique de couverture maladie universelle occupe une place extrêmement importante dans ce dispositif de protection sociale. Et le président de la République l'a annoncé dans plusieurs de ses discours et déclarations. Et en septembre au mois de septembre de l'année dernière, il a lancé le programme de couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle, il faut le dire très rapidement, c'est une notion en réalité. Je sais que votre voisin de droite, je veux parler de M. El Habib, me dira qu'on va encore faire référence à la France, mais malheureusement je le ferai. Je le ferai. Je le ferai parce que... J'ai vécu là-bas. Oui, non. Non, bien sûr, je le dis comme ça. La France t'a piégé, regarde. Voilà. Regarde ton sujet. Voilà. On perd l'équilibre. Voilà, il perd l'équilibre. Oui, mais c'est ensuite pour se rattraper et pour être en forme. En fait, je l'ai dit juste parce que je considère que l'ambiance de ce plateau est une ambiance que j'aime bien, qui est très conviviale et très, très sympathique. Justement, c'est une notion qui date de juillet 1999, dans le cadre d'une loi qui a été votée au Parlement français, quand M. Lionel Jospin était Premier ministre de la France, avec Martine Aubry comme ministre des Affaires sociales. Disons que c'est cette notion-là qui a été reprise par un certain nombre de pays francophones et qui renvoie juste à une politique qui a pour finalité de régler les problèmes d'accessibilité financière aux soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les soins coûtent cher en termes de tarifs et ça coûte cher dans tous les pays. On voit même qu'un pays comme les États-Unis, là je change d'exemple et de paradigme, je parle d'un pays qui n'est pas un pays colonisateur, du Sénégal, est un pays aujourd'hui qui est en train de mettre en œuvre une réforme importante de l'assurance maladie. C'est aussi pour régler ces problèmes d'accessibilité financière. Alors au Sénégal, il y a eu des efforts qui ont été mis en œuvre dans ce domaine depuis plusieurs années. Je rappelle que dans les années 70 déjà, le gouvernement de la République du Sénégal a fait voter une loi qui rend l'assurance ou qui a rendu l'assurance maladie obligatoire pour le secteur privé, avec le système dit des IPM, des instituts de prévalence maladie. Mais on a eu l'impression que les choses n'ont pas été aussi rapides qu'on l'espérait, parce que ce n'est que maintenant, disons, dans les années 2010, qu'on se retrouve avec un système qui est véritablement porté par l'État du Sénégal pour dire nous allons financer ou aider à financer l'assurance maladie des autres. Les autres, c'est qui? C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, le secteur privé est couvert, ou les travailleurs du secteur privé et leurs familles sont couverts avec le système des IPM, mais c'est moins de 20% de la population. Certains disent 18%, on parle même de 14%. Mais les autres, la grande masse de
personnes qui travaillent dans le secteur informel ou qui sont dans le monde rural, ce sont des personnes qui n'ont aucune couverture maladie. Ça veut dire que ce sont des personnes qui peuvent tomber malades le soir, à 3 heures du matin, qui devront aller vers une structure de santé et qui peuvent ne pas avoir de quoi payer les services. L'exemple le plus fort, c'est l'exemple de cette dame qui se trouve en face d'une structure de santé très bien construite, qui est malade et qui dit « je ne peux pas aller me faire soigner ». Et quand vous lui posez la question, elle vous répond « parce que Auma Khalis ». Auma Khalis veut dire « je n'ai pas d'argent ». Ce qu'il faut dire pour peut-être résumer les choses ou, disons, les dire de manière très rapide, c'est que la couverture maladie a pour objet de mettre les Sénégalais dans une situation où aucun d'entre nous ne dira « je ne vais pas me faire soigner parce que je n'ai pas d'argent ». C'est juste ça. Et alors, en quoi faisant? Excellente question, comme toutes les questions que vous avez posées ici. En donnant d'abord à une certaine catégorie de la population ou à des catégories de la population la possibilité de se faire soigner gratuitement. C'est ce qu'on peut appeler les deux extrêmes de la chaîne. C'est d'abord les enfants qui ont entre 0 et 5 ans et les personnes qui ont 60 ans et plus, qui sont considérées comme des populations vulnérables. Pour ces personnes-là, un dispositif est mis en place pour que les soins soient fournis gratuitement. Il y a ensuite d'autres personnes vulnérables, ce sont les personnes handicapées, qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation sociale pour les personnes handicapées, disposent de ce qu'on appelle la carte d'égalité des chances et qui peuvent aussi se faire soigner gratuitement. Il y a également des personnes qui sont très pauvres, des personnes indigentes ou des membres des familles indigentes de manière générale. Parce qu'un indigent, s'il est indigent, les membres de sa famille aussi le sont, généralement. Et ces personnes aussi sont supportées par l'État gratuitement. Alors, il y a donc ceux qui ont entre 5 ans et 60 ans, qui ne sont pas handicapés et qui ne sont pas indigents. Pour ces gens-là, l'État met en place un système contributif. Parce qu'en fait, l'État ne peut pas assurer la gratuité pour tous. Donc, il met en place un système contributif, c'est-à-dire c'est un système dans lequel les personnes cotisent. Dans le système de ce qu'on appelle les mutuelles de santé. Les mutuelles de santé, pour passer rapidement, c'est un peu l'assurance maladie. C'est une assurance maladie à base communautaire. Donc, ce sont des personnes qui se regroupent au niveau villageois ou au niveau du quartier ou de la ville, qui décident de se cotiser et qui utilisent les ressources de ces cotisations pour justement assurer les frais. C'est le système de l'assurance maladie qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire chacun cotise, on se dit que nous sommes 1000, chacun apporte une cotisation. On ne sait pas qui sera malade au cours de l'année, mais on est sûr qu'il y a des gens qui vont tomber malades. Et quand certains d'entre nous tomberont malades, ils vont se faire soigner et les fonds de l'assurance permettront de couvrir 80% des soins. Ça veut dire que quand vous devez payer 100 000 francs, vous ne payez plus que les 20 000 et l'assurance supporte les 80 000. Ça, c'est quand même assez important. Et donc, ce système-là a existé dans plusieurs pays africains, mais il n'a pas été très soutenu par les États. Et le premier pays qui l'a fait, vous allez me dire que je vais parler d'un pays que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le Rwanda. C'est un exemple à suivre. Voilà, c'est le Rwanda, un pays qui donc, de ce point de vue, a fait des efforts importants, mais je dois dire aussi qu'il l'a fait avec un concours très fort d'experts sénégalais. C'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Il y a eu un travail qui a été fait par des équipes d'experts déjà. Je me rappelle que les premiers y sont allés à la fin des années 90. Moi, c'est au début des années 2000 que j'ai eu à faire ma première mission au Rwanda, mais d'autres Sénégalais m'y ont précédé et ils ont fait un travail extrêmement important avec les Rwandais, bien sûr, parce que ce sont les Rwandais qui sont responsables du succès. Je dois le dire. Tous les autres les ont aidés. Et c'est eux qui sont responsables. C'est le président Kagame qui a pris les bonnes décisions et qui, sur la base de ce qu'il a vu, a dit c'est un système que je vais appuyer. Et l'appuyer comment? En mettant des ressources, en encadrant, etc. Alors le Sénégal était assez avancé dans ce domaine des mutuelles de santé, mais avec des expériences communautaires. Il y a eu beaucoup de documents de politique qui ont été élaborés, etc. Mais il y avait un problème de mise en œuvre. Et en 2012, il faut noter qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement important. Le Sénégal s'est engagé dans une campagne pour l'élection présidentielle, campagne au cours de laquelle, on ne le dit pas souvent, il y a eu quand même beaucoup de propositions programmatiques, peut-être même plus qu'avant. Il y a eu quand même un débat de programme au cours de cette campagne. Et si vous revisitez les programmes des candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle, vous verrez que
ce qu'on peut appeler les grands candidats, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés en première, deuxième, troisième, quatrième position, ont tous inscrit l'assurance maladie ou la couverture maladie universelle au rang de priorité. Ça veut dire qu'après l'élection du président Macky Sall, on peut dire aujourd'hui qu'on se retrouve dans une situation où cette politique fait l'objet d'un consensus national. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que personne ne peut s'opposer au fait qu'on mette en place un dispositif pour que la femme qui est à Gaparou puisse vraiment se faire soigner et faire soigner son enfant correctement. Merci Babacar. Je vais rebondir et commencer mon intervention par là où Cheikh a terminé. La femme de Ngaparou peut se soigner et également son enfant. C'est salutaire de voir qu'aujourd'hui le Sénégal arrive à mettre ce qu'on appelle la couverture maladie universelle et tente l'expérience. Et on ne peut qu'applaudir quand on voit le gouvernement et tous ceux qui sont aujourd'hui aux commandes travailler pour que ce soit un projet et une ambition qui, dans quelques années, va nous permettre d'avoir une société moins malade qu'elle ne l'est. C'est salutaire, on ne fait qu'applaudir. Je vais en revenir à ma préoccupation de départ sur le plan Sénégal émergent, en disant qu'au Sénégal aujourd'hui, quand on regarde la cartographie de la santé, elle n'est pas des meilleures. Si on ne peut pas dire qu'elle est mauvaise, mais elle n'est pas du tout des meilleures, je ne veux pas dire qu'elle est mauvaise. Parce qu'on constate une chose, quand on parle de la femme de Ngaparou, nous avons, en dehors du fait qu'aujourd'hui, la couverture maladie universelle va permettre à celle-là de se soigner sans pour autant mettre de l'argent, de pouvoir emmener son enfant se soigner. Mais l'environnement, est-ce que cet environnement lui permet d'arriver au lieu où elle doit se soigner? Premier problème, je parle de l'accessibilité de tout ce qui est structure de santé, qui nous emmène la mortalité maternelle et la mortalité infanto-juvénile, qu'on connaît. Deuxième problème, dans les préalables qu'il faut régler, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un système de santé où les urgences posent problème. Les Sénégalais accidentés de la route, par exemple, et d'autres personnes, décrient le système quand il s'agit des urgences. Le plateau technique, n'en parlons pas. Il est obsolète, à la limite inexistant, dans certains hôpitaux et surtout dans le public. Je vois dans le programme, dans le plan Sénégal émergent, qu'on a cette cartographie et cette situation dans les perspectives, que ce dont on est en train de parler, du plateau technique qui est obsolète, du service d'accueil de l'urgence qui n'est pas fonctionnel du tout, de l'organisation de la demande à travers la couverture maladie universelle et la mise en place de la politique de gratuité. Donc on a tellement de problèmes que je pense qu'il faut qu'on résolve d'abord avant d'en arriver à cette couverture maladie universelle. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs? Vous posez une bonne question et je vous remercie pour cette question parce que ça me donne l'occasion de répondre quand même à des personnes qui ont soulevé cette interrogation et qui, de mon point de vue, n'ont pas vraiment raison. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le système de santé fonctionne un peu comme un système dans lequel il y a une offre et une demande. C'est comme quand vous allez sur le marché, il y a des gens qui achètent des produits et d'autres qui en vendent. Dans le cas qui nous concerne, le domaine de l'offre, c'est le domaine justement des services qui sont offerts aux populations. Et tout ce que vous avez dit là, ça concerne le secteur de l'offre. C'est construire des structures de santé, équiper ces structures, recruter des personnels bien formés et en quantité suffisante, assurer la qualité des services. Et quand je dis construire des structures, c'est les construire à un niveau tel que les personnes puissent avoir accès à des structures de santé dans leur environnement le plus proche. Ça pose la question de l'accessibilité géographique. Donc quand vous assurez l'accessibilité géographique, qu'il y a une disponibilité des services, que ces services sont des services de qualité, vous avez globalement réglé les problèmes de l'offre. Mais
il faut dire que dans nos pays, je parle des pays africains en général, c'est un clin d'œil que je fais à quelqu'un qui s'appelle Kémy. En Afrique, ce qui s'est passé au cours des 20 ou 25 dernières années, c'est qu'il y a eu des politiques de construction d'infrastructures. Les gens ont beaucoup construit, surtout parce qu'il y a eu des politiques de remise de dette. Et il fallait investir ces ressources dans les secteurs sociaux. Au Sénégal, au Bénin, au Mali et ailleurs, les États ont beaucoup construit. Mais le problème, c'est qu'on a construit des structures, on a essayé d'équiper tant bien que mal, on a recruté des personnels tant bien que mal, mais les gens ne vont pas vers les services, ils n'y sont pas allés. Ils n'y sont pas allés parce que les tarifs qui sont appliqués sont chers. Et donc, c'est pour ça qu'il y a nécessité d'intervenir sur l'autre versant qui est la demande. C'est-à-dire que mettre en œuvre des politiques comme cette politique de couverture maladie universelle, c'est travailler sur ce qu'on appelle la solvabilité de la demande. C'est-à-dire ceux qui viennent demander des services n'ont pas d'argent, ils ne sont pas solvables. Alors il faut les rendre solvables. Et le moyen de les rendre solvables, c'est d'assurer de la gratuité pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens de payer. Et l'autre moyen de les rendre solvables, c'est d'aider ceux qui peuvent payer un tant soit peu à contribuer dans le cadre de groupes d'assurance maladie comme les mutuelles de santé pour pouvoir payer. Donc on travaille à la fois sur la demande et sur l'offre. J'ai l'habitude de dire que c'est un système qui doit marcher sur deux jambes, pour ainsi dire. Mais on ne peut pas dire qu'on ne doit pas faire l'assurance maladie. Il faut vraiment régler les problèmes de l'offre, rénover les structures, recruter du personnel en quantité suffisante, jusqu'à ce que le système soit parfait, pour ensuite commencer à travailler sur l'offre. La question, à la limite, c'est de dire que cette femme de Ngaparou, quand son enfant sera malade, peut-être que vous lui demanderez de laisser son enfant mourir. Nous, on a dit non, on ne laisse pas l'enfant mourir. On donne la possibilité à cette femme de Ngaparou d'aller vers la structure de santé dans laquelle elle peut aller, avec des services qui y sont offerts, services sur lesquels quand même les gens sont en train de travailler. Je dois dire qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu quand même des efforts importants dans ce domaine. Beaucoup plus de structures ont été construites. Si vous comparez le nombre de structures de santé qui ont été construites dans les 20 ou 25 dernières années, il y a quand même beaucoup de structures qui ont été construites. Des équipements ont été fournis, du personnel a été recruté, mais il y a des déficits en matière de personnel. Et ce sont des déficits importants. Peut-être que dans nos États, on a encore des contraintes. Pour le cas des pays de l'UEMOA, nous avons des contraintes liées aux critères de convergence de l'UEMOA qui font qu'il y a un certain niveau que ne doit pas dépasser la masse salariale par rapport aux recettes de l'État. Bon, les États sont un peu en train de travailler sur ces questions, mais toujours est-il que des efforts importants ont été faits. Aujourd'hui, les gens vont vers les structures de santé, ils se font soigner et ils sont guéris. Mais il y a des problèmes importants, vous l'avez dit. Et je crois que les États, ou en tout cas au Sénégal, le gouvernement est en train de travailler très fortement sur ces questions, sur des aspects sur lesquels je n'ai pas besoin de revenir ici. Mais vous posez un problème qui me semble important, qui est un problème de gouvernance. Je crois qu'une chose est de travailler sur la demande, sur l'offre et tout, mais il y a que, vous parlez du problème d'accueil. Un gouvernement peut faire les efforts les plus extraordinaires du monde, mais si les personnels qui reçoivent n'accueillent pas les gens correctement, s'ils ne les gèrent pas correctement, c'est un problème. Alors, les questions de gouvernance, de mon point de vue, posent une question importante qui est la question de l'implication des citoyens dans ce qui concerne les questions de santé. Vous voyez que dans un pays comme le nôtre, vous avez plusieurs associations de consommateurs. Vous en avez beaucoup. Mais rares sont les associations de consommateurs qui s'intéressent à la santé. C'est le téléphone, c'est l'eau, c'est l'électricité. Alors vous voyez des gens qui vont dans les services qui sont mal reçus, mais qui n'ont pas de lieu ou d'association vers laquelle ils peuvent aller pour poser ces problèmes. Moi, je lance cet appel. Je dis que les pouvoirs publics eux-mêmes ont intérêt à ce que dans le secteur de la santé, il y ait une société civile qui émerge et qui pose la question de la défense des intérêts des consommateurs. C'est quelque chose d'important. Je termine juste sur un point, pour montrer qu'il y a quand même une liaison très nette entre travailler sur l'offre et travailler sur la demande. Aujourd'hui, on est peut-être à un niveau de 14 milliards de francs comme ressources libérées par l'État pour la couverture maladie universelle pour cette année. 14 milliards. 14 milliards, c'est extrêmement important. Donc, ce qui a été voté pour cette année, plus des dotations qui concernaient ces activités, plus le reliquat de l'année dernière. Mais ça veut dire que c'est 14 milliards de francs qui vont aller où? Mais vers les structures de santé. Ça veut dire qu'en fait, en solvabilisant l'offre, on est en train de contribuer au financement en solvabilisant la demande plutôt, on est en train de contribuer au financement de l'offre. C'est-à-dire que cet argent qui est dans les caisses des mutuelles de santé, c'est pour soigner des gens qui
sans ça, peut-être ne seraient pas allés se faire soigner. Donc c'est des ressources qui viennent et qui ne seraient pas venues. Dernier point de gouvernance. La femme de Ngaparou, elle va... Oui, oui, peut-être. La femme de Ngaparou, c'est peut-être parce que je suis lébou que je parle de ces, voilà, de ces villages de la côte. En fait, la femme de Ngaparou, elle va se faire soigner ou elle va à la maternité pour une visite. Elle est mal reçue par la sage-femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne chez elle, elle bougonne, et puis c'est tout. Elle n'a pas de recours. Parce qu'elle est dans une situation où elle est isolée, elle est peut-être, elle a un niveau d'éducation très faible, elle n'a pas la capacité de poser un certain nombre de questions devant la sage-femme. Mais par contre, si elle est dans une mutuelle de santé, quand elle est mal reçue, elle retourne vers la direction de sa mutuelle pour dire « je suis allé à la, mutuelle, à la maternité, j'ai été mal reçu, ce n'est pas normal ». Et là, ce sont les responsables de la mutuelle qui prennent la question en charge et qui vont parler à la sage-femme ou au médecin ou quelquefois même au préfet ou qui peuvent même s'adresser au ministre, ce que la femme isolément ne peut pas faire. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que les mutuelles de santé, finalement, fonctionnent comme des associations de consommateurs en santé. Et ça, du point de vue de la gouvernance et du point de vue de la défense des intérêts des consommateurs, voilà, ça me semble extrêmement important. Bonsoir, Monsieur Meng. Bonsoir. Donc, je vais commencer par répondre à votre boutade de tout à l'heure sur le système français de la couverture maladie universelle. Parce que contrairement à nos amis français, eux, je pense qu'ils ont un système de couverture maladie et même un système de sécurité sociale qui marche, qu'ils ont mis du temps à mettre en place et qui marche en ce moment. Je pense que peut-être que nous, notre problème, c'est qu'on ne met pas le temps qu'il faut à mettre des choses en place. On a vu ce qui se passe en ce moment avec le problème du loyer. Après, chacun pense ce qu'il veut. Je pense que la loi, parce que comme vous le dites tout de suite, quand on parle de réduire le prix du loyer ou qu'on parle de couverture maladie universelle, bien sûr, tout le monde applaudit. Mais je pense qu'on passe tellement de temps à applaudir qu'on en oublie l'essentiel. Parce qu'on peut réduire le loyer, mais je pense qu'il y a assez d'experts, de conseillers sénégalais, d'ingénieurs pour faire une loi quand même, voilà, une loi plus rigoureuse que ça, quoi. On dirait que c'est... Oui, oui. J'ai payé moins cher. Non, ça a baissé, mais ça a baissé pour toi. Mais par exemple, toi, t'es propriétaire, c'est pour ça. Non. Mais non, mais je veux te dire, pour celui qui veut louer demain, alors que pour une maison qui vient de finir aujourd'hui, celui qui va louer demain, le propriétaire, il va taxer ce qu'il veut. Donc je pense qu'on aurait pu prendre le temps de faire une loi beaucoup plus rigoureuse que de dire entre 100 000 et trucs 20%. Je pense que ce n'est pas très rigoureux. Pour en revenir à la couverture maladie universelle, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour la femme de Ngaparou? Oui, en fait, en ce moment, concrètement, qu'est-ce qui a changé sur la femme de Ngaparou qui voulait aller se faire soigner et son enfant hier et aujourd'hui? Et là où la couverture maladie universelle a été lancée, est-ce qu'il y a un changement ou bien est-ce que c'est en phase test? Parce qu'il faut qu'on donne les bonnes informations aussi. Oui, on va les donner, peut-être que c'est un projet qu'on est en train de mettre en place, mais je pense que les Sénégalais sont des personnes responsables. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois les hommes politiques prennent le peuple pour des gens irresponsables qu'on a besoin de tromper chaque fois. Mais non, on peut se tenir un langage de vérité. Ça va prendre du temps, ça va prendre tant de temps, donc on est en phase test pour le moment. On n'a pas encore commencé, mais on va commencer en 2000. Et les gens vont comprendre. Oui, mais je dois dire que... Je dois dire, peut-être que j'ai l'impression que vous êtes peut-être moins bien informés que les Sénégalais. Parce qu'en fait, les Sénégalais ont entendu sur différents plateaux de télévision, à la radio, Madame le ministre de la Santé, son directeur de cabinet, M. Mamabouaï, ou le professeur Seydou Badiane qui dirige la CACMU, on les a entendus dire que, par exemple, le programme de gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans est un programme de gratuité à l'horizon 2017. Ça veut dire que ça se fait progressivement et c'est en 2017 qu'on aura la gratuité totale. On pourra revenir sur ça. Ils ont également entendu le ministre de la Santé, son directeur de cabinet et le coordonnateur de la CACMU dire
que c'est un programme qui se met en œuvre de manière progressive. C'est peut-être que tout à l'heure, j'ai juste introduit et on est allé sur autre chose. Parce que moi, je l'ai lu dans le document, mais ce qu'on entend dans la presse, c'est un peu différent. Je vais y aller. Non, ce qu'on entend dans la presse, en fait, c'est ce que nous disons. Mais je voudrais d'abord, juste par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la CMU et la France, être quand même assez précis. J'ai dit que ce que nous avons peut-être pris à la France, c'est juste la notion. C'est-à-dire couverture maladie universelle. Mais du point de vue du dispositif, le dispositif est un dispositif africain. C'est le dispositif que nous avons mis en place se rapproche beaucoup plus de ce qui a été fait au Rwanda et au Ghana. Et c'est aujourd'hui ce dispositif qui est en train d'être considéré comme un modèle par le Bénin, qui s'engage aussi dans la même lancée, par le Mali, par le Nigeria, qui expérimente un certain nombre d'actions ou d'activités de ce type dans des États comme l'État de Kano ou l'État de Lagos. Mais aujourd'hui, concrètement, moi, oui, je vais en arriver à ça. Donc c'est pour dire que donc, le modèle, c'est un modèle africain qui a réussi au Rwanda avec 92%, qui fait qu'au Ghana, c'est un tiers. Et il y a des mécanismes de financement qui sont... Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pour la personne qui a entre 5 ans et 60 ans, qu'est-ce qui a changé? Pour la personne qui a entre 0 et 5 ans, pour les enfants de 0 à 5 ans, ce qui a changé, c'est que la consultation est gratuite au niveau des centres et postes de santé. L'hospitalisation est gratuite. Ce qui a changé, c'est que tous les actes dans tous les postes et centres de santé du Sénégal, tous les actes et tous les médicaments sont gratuits. Ce qui n'est pas gratuit, ce sont les analyses, pour le moment, parce que c'est progressif. Et quand l'enfant va au niveau de l'hôpital, la consultation en urgence est gratuite. Et la consultation en référence est gratuite. Consultation en référence, ça veut dire que quand vous amenez l'enfant à Gaspard Camara, le médecin pense qu'il faut qu'il aille à un niveau plus élevé, on l'amène à l'hôpital, la consultation est gratuite. Mais le reste, c'est gratuit. Oui, et le reste est payant, évidemment, parce que ça va être progressif. Pour ceux qui ont 60 ans et plus, il y a un programme qui existait déjà avant. Non, pour la... Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont entre 5 et... Pour la femme de Ngaparou. La femme de Ngaparou. Oui. Alors, Ngaparou, je vais vous poser une question colle. C'est dans quel département? C'est dans le département de Mbour. C'est dans le département de Mbour. Voilà, c'est dans le département de Mbour. Et le département de Mbour fait partie justement des départements pilotes. Il y a aujourd'hui un certain nombre de départements qui ont été donc vous n'avez pas choisi Ngaparou par hasard? Oui, c'est... Voilà. Voilà. Donc il y a un certain nombre de départements qui ont été choisis. Rapidement, hein, vous pouvez savoir, c'est tous les départements qui abritent un chef-lieu de région. À l'exception de Mbour dans la région de Thiès, Rufisque dans la région de Dakar, Mbacké dans la région de Diourbel et Goudomp dans la région de Sédhiou. Donc ce sont les seuls départements qui ne sont pas des départements abritant un chef-lieu. Mais partout ailleurs, Matam c'est Matam, Kaolack c'est Kaolack, etc. Alors dans ces départements, les actions ont commencé à des rythmes différents, évidemment. Dans un département comme Kolda aujourd'hui, les choses vont plus vite. À Kaolack, ça va plus vite. Ça va peut-être moins vite à Rufisque parce que ça a commencé à Rufisque à la fin de l'année. Alors ce qui est en train d'être fait, c'est qu'il y a eu des comités régionaux de développement, des comités départementaux de développement et des équipes sont mises en place pour assurer la sensibilisation et les premiers recrutements des membres. C'est ce qu'on appelle les comités d'initiative mutualistes qui sont donc financés et ces personnes qui sont de la communauté vont parler aux membres de la communauté dans le cadre d'une approche sur laquelle il faut insister, c'est l'approche une mutuelle au moins dans chaque collectivité locale. Donc on est en train de mettre en place ces mutuelles de santé? On est en train de les mettre en place et je dois rappeler qu'il y a quelques jours, Madame le ministre de la Santé, vous l'avez vu à la télé, a signé des conventions avec les unions régionales de mutuelles de santé. Donc des décaissements ont été déjà envoyés aux unions de mutuelles de santé, ce qui fait que dans les départements où ça fonctionne, quand la personne doit se faire soigner, ou quand la personne veut s'inscrire à une mutuelle de santé, donc il faut le préciser. Donc les gens peuvent s'inscrire en ce moment? Elle paye 3 500 francs par personne et par an. Parce que la cotisation, normalement, doit être de 7 000 francs par personne et par an. Mais l'État a décidé de subventionner les cotisations à hauteur de 50%. Donc vous cotisez 3 500 francs et l'État apporte 3 500 francs. Et la cotisation, ça se fait d'un coup ou bien il est possible? On dit qu'il est préférable que ce soit fait d'un coup. Mais il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place pour que ça se fasse en 2 paiements ou 3 paiements. Mais ce qui est, dans le cadre d'un système comme ça, ce qui est recommandé, c'est que ça puisse se faire d'un coup. Et ce qui permet donc à ces personnes-là, maintenant qu'elles sont dans le système d'assurance maladie, d'être couvertes à 80%
comme les agents du secteur privé. En fait, c'est même une question d'équité. On met le paysan dans une situation où il a aujourd'hui les mêmes avantages que celui qui travaille à 2STV. Et on met également les gens dans une situation où, au-delà de ces 80% qui sont pris en charge par l'État, quand ils ont besoin de médicaments dans les structures de santé, c'est aussi 80% supporté par l'État. Mais quand ils doivent acheter des médicaments de spécialité, c'est-à-dire des médicaments achetés en pharmacie, là ça coûte plus cher, ce n'est pas supporté à 80%, c'est 50%. Et vous comprenez pourquoi. En tout cas, il y a des efforts financiers importants qui ont été faits. Et je crois que l'une des questions à poser, c'est peut-être la question du financement de tout ce dispositif. Et la question de la communication, parce que tout ça, j'ai entendu ça nulle part. Je pense qu'il y a vraiment oui, très rapidement, je vais le dire en 15 secondes. Il y a un plan de communication qui a été élaboré, qui a été validé. Et ce plan de communication a fait l'objet maintenant de contributions financières qui font que il y a 2 semaines, des spots ont été élaborés, etc. Et maintenant, ça va commencer tout de suite. Voilà. Une communication à plus grande échelle. Mais sinon, la communication avait déjà été faite. Maintenant, elle va être faite de manière beaucoup plus organisée. Bonsoir, monsieur Mbengue. Bonsoir. Mbengue ou Beng? Mbengue. Mbengue, d'accord. Bonsoir, mon frère, c'est plus simple. Ouais, okay. Bon, je suppose que je n'ai que 30 secondes. Hein? Non, je n'ai fait aucune allusion au benguisme, évidemment. Ça, c'est l'allusion de ma sœur Nina. Je vais être très court, parce que de toute façon, je pense qu'on n'a pas beaucoup plus de temps. Quels sont vos rapports avec monsieur Yaya Lam, qui était venu la semaine dernière parler? On m'a parlé de M. Yaya Lam, je ne le connais pas. Et j'ai posé la question ce matin au docteur François Pathé Diop, qui est un des plus grands experts dans ce domaine de l'assurance maladie et qui a été même le précurseur de tout ce que nous avons fait au Rwanda. Il m'a dit non, je ne le connais pas. C'est extraordinaire. Et je me suis dit que si nous ne le connaissons pas, ça veut peut-être dire que... Enfin, moi, ça me... C'est un clash déguisé que vous êtes en train de nous faire. Mais bon, il y a une question quand même qui me taraude, et je ne serai vraiment pas long dessus, c'est que bon, le frère qui nous a donné des explications la semaine dernière, à mon sens, qui étaient pertinentes, et vos explications densifient la vision globale de la population africaine installée au Sénégal, et in extenso les observateurs de ce qui se passe ici au Sénégal, de manière générale. Mais le frère Yaya Lam s'est présenté comme l'un des inspirateurs principaux, l'un des précurseurs pour dire les choses telles qu'elles sont, de la CMU au Sénégal. Et je ne vous cache pas que quand on a reçu justement la liste des invités, j'ai dit « Ah, tiens, on nous parle encore de CMU aujourd'hui. » Et je me disais, quels sont vos rapports? C'est nécessaire, hein, parce qu'on a appris énormément d'éléments aujourd'hui, mais quels sont vos rapports, vous qui êtes tous concernés par cette thématique-là? Et est-ce qu'il y a vraiment j'ai envie de dire, une circulation de l'information? Parce que lui, il disait que la CMU n'était pas encore en application, n'était pas encore en place. Et vous venez aujourd'hui et vous nous dites que ça marche. Si j'emmène mon enfant, d'ailleurs, je vais l'emmener, et si ça ne marche pas, je vais vous appeler. En gros, donc, ça serait possible qu'il puisse avoir consultation, etc. Donc, vous comprenez que le public qui suit régulièrement les émissions peut être perdu dans cette situation. Il aurait vous dire de quelle institution il vient? De quelle institution vous a-t-il dit qu'il venait? C'est un Sénégalais basé en France. Il a dit qu'il il a proposé un système. Voilà. Mais il n'a pas dit qu'il travaille. Voilà, au président. Oui, donc il n'est pas à la base de ça. Ceux qui sont à la base de la CMU, vous savez c'est qui? Ce sont les... Tu vois, Charles, il ne faut pas dire ça, mon frère. Kémy, il n'est pas à la base de la CMU et de ce qui se fait. Ceux qui sont à la base de ce système-là au Sénégal, c'est qui? Ce sont les populations sénégalaises, surtout de la région de Thiès, qui à un moment se sont organisées en mutuelle de santé avec l'appui du clergé catholique autour de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. C'est là qu'on a les premières expériences à Fandène et ailleurs, où le clergé a vu que les populations étaient très démunies de ce point de vue, les a organisées. Saint-Jean-de-Dieu étant un hôpital catholique, il y a eu des tarifs préférentiels et les gens ont eu accès à ça. Ce sont les premières expériences. Et après, des ONG africaines et européennes sont venues apporter un appui. Des experts l'ont fait. Le système s'est développé au plan communautaire, mais il n'a pas pu s'étendre au plan national parce qu'il n'y avait pas de soutien politique fort. Le soutien politique a été obtenu en 2012 et là, nous avons la couverture maladie universelle. Merci, monsieur Mbengue. Je rappelle que vous êtes expert en système de santé. Vous êtes venu nous parler principalement de la couverture maladie universelle, chère au président Macky Sall. Et au peuple sénégalais. Exactement. Merci à vous également, monsieur Mansour Niasse. Vous êtes le conseiller technique en finance de madame le Premier ministre.